De retour dans l'Africa Newsroom, Jean-François Kandji-Kambé, Malik Hacher et Alfred Chango, nos éditorialistes, sont toujours avec nous et on en parlait tout à l'heure du président tanzanien John Magufuli qui semble honorer ses promesses de campagne en luttant contre la corruption. Plusieurs actions en ce sens ont été faites dans le pays. Il a mis en place une véritable politique visant à récupérer l'argent de la nation. Est-ce que ces opérations vont porter leurs fruits? On fait le point justement avec ce sujet d'Ibrahima Dioumaba. La Tanzanie est sur une nouvelle dynamique. Depuis l'arrivée du président John Magufuli le 5 novembre à la tête de l'État, le pays vit au rythme de l'austérité et des restrictions. Le chef de l'État veut lutter contre la corruption et le gaspillage des ressources publiques. À Dar es Salaam, la capitale, les citoyens apprécient diversement ces mesures. J'émets quelques réserves. Je veux savoir s'il s'agit d'un coup politique ou si cela va se poursuivre à l'avenir. Cela fait 23 jours depuis sa prise de fonction, soit environ 3 semaines. Donc je me demande s'il va continuer sur le même rythme. Je pense que ce changement est opportun. Nous espérons qu'il continuera sur sa lancée et qu'il veillera à la mise en œuvre de ces mesures en usant de son pouvoir de chef de l'État. Il devra défendre la primauté du droit et les aspirations des populations. En 3 semaines de pouvoir, le chef de l'État a interdit les voyages officiels à l'étranger. Il a annulé les festivités marquant la célébration de l'indépendance et mis fin au budget destiné aux cartes de Noël. Les fonds prévus pour la prochaine rentrée parlementaire ont été réaffectés à l'hôpital principal de Tanzanie. Sur les réseaux sociaux, ces mesures sont devenues très célèbres, bénéficiant même d'un hashtag sur Twitter associé au nom du chef de l'État. Il est question de réduire, de restreindre et fondamentalement de budgétiser. Alors les gens ont commencé à en faire une blague de la vie quotidienne. C'est ainsi que ça a pris une telle ampleur. Ça fait partie des conversations de tous les jours, même dans les bureaux. Pour répondre à une simple blague sur les sachets de thé devenus secs, quelqu'un dira que ferait Magufuli. Le slogan de campagne du président John Magufuli était « Le travail et rien d'autre ». Il a promis dès son investiture la tolérance zéro contre la corruption. La Tanzanie enregistre une croissance économique de 7% par an, mais elle est largement tirée par l'investissement de l'État. Les entreprises citent la corruption endémique comme l'un des plus grands obstacles à l'investissement en Tanzanie, riche en terres agricoles, en ressources minérales et en réserves de gaz. Malik, on ne va pas citer toutes les actions du nouveau président pour assainir les finances publiques. Cela a été fait dans le sujet, mais peut-être dire que ce sont des actions quand même innovantes. Innovante, oui, je suis d'accord avec vous, Amira, mais bon, je veux bien croire le président tanzanien, mais on est dans ce qu'on va dire la période des 100 jours. Ici, on appelle ça en France la période des 100 jours. Est-ce que cette période-là va durer? Je l'espère. En tout cas, il prend à bras-le-corps le problème. Il sait très bien que la corruption est endémique dans son pays et freine justement une croissance qui pourrait être beaucoup plus dynamique. Je souhaite au candidat, enfin plus au candidat, au président maintenant de réussir. Maintenant, est-ce que ce n'est pas un effet d'annonce comme beaucoup le pense, je ne sais pas, il faudra voir à l'avenir. C'est pas évident de juger sur le tas comme ça. Il faut, je pense, attendre 1 an, 2 ans pour voir le bilan. Pourquoi ne pas avoir... Il se donne des objectifs. Nous verrons bien si ces objectifs seront tenus. Jean-François, vous partagez le pessimisme de Malik ? Voilà, Malik, c'est une sorte de semi-pessimisme. Et puis, moi, je préfère lui donner crédit, lui faire crédit. Et puis on verra dans 1 an ou dans 2 ans si j'ai bien fait de lui faire crédit. Je trouve que l'entreprise qu'il est en train de mener dès le début de sa présidence d'ailleurs, et c'est le moment où il faut le faire. Il faut commencer dans ces 100 jours de grâce, de lancer les mesures, y compris les mesures qui font mal. Et les mesures qu'il est en train de lancer, ne sont pas seulement des mesures anticorruption, c'est des mesures d'assainissement de la vie publique et des services publics. Oui. Il y a notamment un certain nombre de mesures sur l'absentéisme, etc. Des fonctionnaires qui ont été placés en garde à vue 6 heures. Exactement. Et tout ça, je trouve que c'est d'autant mieux, pas seulement d'un point de vue économique, mais aussi du point de
de vue du rapport entre les citoyens et l'État. J'ai toujours pensé que la corruption, c'était la plus grosse inégalité dans nos pays. Et en plus, une inégalité qui ne dit pas son nom, qui ne se montre pas, parce que de toute façon, celui qui est corrompu ne va pas vous balancer, vous agiter les billets de banque sous le nez. Et en règle générale, ceux qui en pâtissent le plus, ce sont les plus mal lotis, les moins nantis. Donc, vraiment, je souhaite que les hashtags que nous avons vus tout à l'heure, qu'il y ait des prochaines mesures, jusqu'à la fin du mandat. Et au moins, ce pays, la Tanzanie, deviendra une sorte d'étoile polaire au fond pour pouvoir guider les autres vers les solutions. C'est une belle image. N'est-ce pas? Une très belle image. Et vous, Alfred, vous lui faites crédit à John Magufuli au même titre que Jean-François? Alors, moi, je dirais à Mira, mais on a, dès son élection, discuté un peu avec certains amis tanzaniens. Et au fond, ils ironisaient un peu, parce que là, on n'a pas dit tout le nom complet du président. Il s'appelle John Magufuli Pombe. Et Pombe, c'est la bière. Alors, ils se sont dit, on espère qu'il ne décidera pas, après les excès, justement, d'alcool, et qu'il ne conduira pas la Tanzanie vers la catastrophe. Mais trêve de plaisanterie, là, en réalité, effectivement, il donne une impulsion. Mais on sait ce que c'est qu'une impulsion. S'il n'y a pas une seconde et une troisième qui suivent pour que la machine puisse En tout cas, le message est fort, quand même. Mais tout à fait. Pour que l'impulsion ne demeure pas comme un signe, il faut effectivement que, durant ces 100 jours, ils mettent en place toutes les mesures possibles pour assainir, clarifier la situation, s'attaquer aux problèmes de fond de la Tanzanie. Et ensuite, justement, veiller à l'application, parce qu'il ne suffit pas simplement de lancer. On l'a vu au Cameroun à une certaine époque avec l'opération Épervier. Bien, donc, qu'il y ait de la continuité dans la décision publique. Et dans un communiqué publié ce 30 novembre, la Banque africaine de développement, la BAD, a annoncé avoir accordé au Togo un financement d'un peu plus de 11 milliards de francs CFA au titre du projet d'appui à l'employabilité et l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs. Deo, gracias, Podo. Vendredi 27 novembre 2015, le Togo a bénéficié d'un prêt et de divers dons d'une valeur totale de 11,8 milliards de francs CFA octroyés par la Banque africaine de développement au titre du projet d'appui à l'employabilité et l'insertion professionnelle des jeunes. Dans le cadre de ce financement, 6,5 milliards de francs CFA seront décaissés sous forme de dons et 5,3 milliards de francs CFA octroyés sous forme de prêts. Objectif, favoriser les conditions d'une croissance économique plus inclusive à travers le renforcement de l'emploi des jeunes et l'entrepreneuriat. Le défi, c'est au niveau de l'emploi en général, au niveau de l'investissement. Les jeunes ne sont pas employés parce qu'il y a un problème d'emploi. Le grand défi serait de créer des activités qui pourraient intéresser les jeunes et aussi qui pourraient générer des emplois pour les jeunes. Si ce montant était utilisé à créer des emplois via la création même d'activités, que ce soit au niveau de la production de services ou des biens, cela pourrait générer beaucoup d'emplois pour les jeunes et aussi il y aurait de la formation parce que les jeunes seraient formés directement. Avec le soutien de la Banque africaine de développement, les autorités togolaises veulent parvenir à long terme à une réduction de la pauvreté, du chômage et du sous-emploi des jeunes. Le projet vise à moyen terme une amélioration des revenus des bénéficiaires de l'appui à l'entrepreneuriat de plus de 25% et la création d'au moins 19 600 emplois directs d'ici 2020. Il faut tout essayer. Ils ont dépensé beaucoup d'argent pour l'État. On sait bien que l'État n'est pas bon gestionnaire. La bonne formule serait d'inciter les jeunes à créer des entreprises dans les domaines qui sont porteurs. Cela pourrait créer beaucoup d'emplois et en même temps être rentable et l'État pourrait avoir du retour sur investissement via les taxes et via les cotisations sociales. Depuis 2010, le Togo enregistre une croissance économique en hausse avec une estimation de la croissance du PIB réel qui était dans l'ordre de 5,8% en 2014. Jeudi 26 novembre 2015, le gouvernement togolais a adopté le projet de loi des finances gestion 2016. En recettes, les prévisions budgétaires connaissent une hausse de 16,4% par rapport à 2015, contre un accroissement de 21,2% des dépenses. Alfred, comment injecter cette enveloppe financière intelligemment pour créer véritablement de l'emploi? C'est la vraie question, Amira. D'abord, il faut saluer l'initiative de la Banque africaine de développement, mais qui est finalement dans son rôle d'appui aux initiatives des États africains
et là notamment vis-à-vis de la jeunesse et de sa question de l'entrée dans le marché du travail. On sait que depuis un certain moment, l'Union africaine, mais les États aussi, commencent à prendre conscience que la jeunesse est le fer de lance des économies, mais en tout cas du développement de chacun de ces pays. Que si on ne s'en occupait pas, ils s'occuperont justement des pouvoirs en place. On l'a vu au Burkina Faso, tout récemment. La question qui a mobilisé la jeunesse, au-delà de la modification de la Constitution, c'est surtout la question de l'emploi, de l'accès au travail. Et l'accès au travail, c'est la dignité, au fond, qui est derrière. Et donc là, pour le cas du Togo, c'est dire qu'il faut déjà répertorier les secteurs qui sont porteurs. Et après avoir répertorié ces secteurs porteurs, voir comment on peut inciter les jeunes, tout en les formant justement à devenir des petits entrepreneurs, à s'engager dans cette voie-là. Il y a le secteur tertiaire, des nouvelles technologies de l'information et de la communication, mais je dis toujours, je reste convaincu que c'est dans l'agriculture, vers l'agriculture verte aujourd'hui, qu'on peut effectivement pousser les jeunes et puis soutenir les initiatives qui vont dans ce sens-là pour les petites et moyennes entreprises dans l'industrie agricole. Et on va passer aux chiffres du jour. 100 milliards de dollars. C'est ce qu'aura perdu l'Algérie entre le début de la baisse des cours du pétrole à la fin du premier semestre 2014 et l'année 2016. Malik, on le sait, l'Algérie connaît un taux d'endettement particulièrement faible. On a donc souvent dit que cette chute du cours du baril, contrairement à d'autres pays rentiers, pourrait ne pas lui être fatale. Est-ce une analyse qui est toujours valable aujourd'hui ? Bon, le fait que l'Algérie ait un faible taux d'endettement extérieur, c'est très bien. Ça, c'est une chose qui lui permet de ne pas se retrouver dans la même situation qu'en 1986. Comme on le sait, il y a eu cette chute brutale des prix du baril et l'Algérie s'est retrouvée dans une crise sans précédent, une crise sociale sans précédent. L'Algérie souffre d'un problème qui n'est pas conjoncturel mais structurel. Il faut qu'elle sorte de son modèle économique rentier. Elle a des atouts extraordinaires, donc maintenant il faut la volonté politique qui va avec. Et les autorités, justement, ont reconnu qu'il ne s'agissait plus d'une crise conjoncturelle. C'est fini, exactement. C'était ce qui était avancé pendant des années. Ce n'est plus le cas parce que le gouvernement, je pense, a vu que la crise était plus sévère, plus profonde. Il y a eu une nouvelle loi de finances qui a été votée. Alors, elle essaye de mettre un point, d'en finir avec les subventions qui coûtent très cher à l'État. Le problème, c'est qu'on ne peut pas supprimer les subventions du jour au lendemain. Donc, il y aura une allocation qui sera mise en place pour les plus démunis. Sinon, on risque l'implosion sociale. Donc, ça, c'est une décision qui doit être prise. Mais moi, je me souviens que l'Algérie, on l'appelait le Japon de la Méditerranée dans les années 70 parce qu'elle avait créé une industrie, même si c'était une industrie lourde et qu'on critiquait ce choix. L'Algérie peut développer son industrie, l'Algérie peut développer son secteur agricole, l'Algérie peut développer son secteur touristique parce que ce sont là les domaines... Pourquoi ce n'est pas fait? Parce que les politiques algériennes ne sont pas de grands visionnaires? Je pense qu'il y a un manque de vision politique sur le long terme. Je pense que nous n'avons pas de responsables qui ont une vision sur le long terme sur ces sujets-là. Et justement, c'est quand vous avez ce manque de vision politique, vous n'avez pas les mesures qui sont prises par la suite. Moi, je me rappelle qu'il y avait un pays qui se situe un peu dans la même situation, même si ce pays n'a pas les mêmes ressources que l'Algérie. C'était un peu la Turquie où il y avait ce problème politique qui empêchait à l'économie d'émerger. Quand il y a eu cette résolution sur le plan politique en Turquie, vous avez eu une économie qui a été libéralisée, mais qui a émergé sans vraiment détruire le lien social. Et c'est ce qui peut être fait pour l'Algérie. L'Algérie a encore une marge de manœuvre. En 2016, si le prix du baril, évidemment, reste à 45 $, elle aura encore 121 milliards dans les caisses. Peu de pays peuvent se permettre d'avoir 121 milliards de dollars encore dans les caisses de l'État. Donc le pays a tous les atouts pour réussir. L'Algérie a une situation géographique extraordinaire. Elle a deux interfaces, l'interface européenne, l'interface africaine. On a des marchés en Afrique qui sont émergents. Nous avons des sociétés qui sont solides et qui peuvent investir en Afrique, qui peuvent être des relais de croissance pour l'Algérie. Donc je reste définitivement, vous le voyez, optimiste. Oui. Il le faut. Bon, on va se quitter sur cette note d'optimisme, Malik. Merci pour vos analyses. Merci Amira, ce fut un plaisir et à très bientôt. Merci à vous Jean-François. Merci Amira et à bientôt.
Merci à vous, Alfred. Mais c'était un bonheur d'être avec vous sur ce plateau, Amira, et puis à mes très chères téléspectatrices. Merci de leur accueil aussi. Merci à vous tous et à vous toutes pour votre fidélité. L'Africa News, ce n'est pas fini. On se retrouve demain avec une semaine toujours consacrée aux défis écologiques du continent africain, puisqu'on le rappelle, la COP 21, la grande conférence mondiale sur le climat, se tient actuellement au Bourget, en région parisienne en France. Et on en parle demain. À très vite.